Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Yves Brutin, je suis directeur du comité éditorial de Patrimoine 24. Merci d'assister à ce webinaire. Donc, par ordre d'apparition à l'écran, vous allez avoir d'abord une intervention de Mathieu Duballet. Mathieu, qui est bien connu du monde de la gestion de patrimoine, comme les trois autres orateurs, après une longue carrière dans l'asset management, a décidé de rejoindre Elia Patrimoine, qu'il va évidemment nous présenter en tant que président. Ensuite, nous aurons une intervention principalement sur l'immobilier de Marie-Valérie Prince, qui est directrice commerciale distribution chez Swiss Life Asset Manager, la société de gestion du groupe Swiss Life, suivi de Amine Zeglash, responsable distribution de Groupama Asset Management, bien entendu la filiale du groupe Groupama, la société de gestion du groupe Groupama, qui va nous parler principalement de SMAUD et de mid-cap. Et en conclusion, avant les questions que nous prendrons à la fin, qu'il ne faut pas que vous hésitiez à nous poser, Paul-Édouard Falk, qui est responsable des partenariats de NextEdge. Donc, laisse tout de suite la parole à Mathieu pour une présentation de 10 minutes environ sur les actualités de Elia Patrimoine, la façon dont s'est passée la crise que nous avons connue ou que nous connaissons. Mathieu, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Yves et bonjour à tous. L'idée de ce webinaire, c'était aussi de creuser un petit peu ce qu'on pouvait être amené à faire dans des contextes compliqués en termes d'allocation d'actifs. Le Luxembourg est une des solutions pour investir, mais aussi un des véhicules qui permet la plus grande souplesse en termes de structure d'investissement. Avant de rentrer un petit peu dans le détail de ces sujets d'allocation et de où aller chercher du rendement, comment trouver de la décorrélation, je vais revenir un tout petit peu sur Lombard International Assurance, qui est la compagnie d'assurance, sur l'actualité du groupe, et puis essayer de discuter un petit peu avec vous de structuration et d'intégration d'actifs liquides ou non dans un contrat. Lombard International Assurance est aujourd'hui un des acteurs majeurs sur le sujet de l'assurance vie à Luxembourg, puisque nous sommes le premier assureur en unité de compte sur le marché luxembourgeois. Nous sommes 100% indépendants, 100% luxembourgeois, ce qui signifie qu'on n'a pas de fonds en euros. On administre un peu plus de 48,4 milliards d'euros. Nous sommes présents aujourd'hui dans une vingtaine de pays, essentiellement en Europe, mais aussi aux Amériques, en Asie et pour quelques pays africains. La force de Lombard, c'est de s'appuyer sur des ressources qui sont extrêmement importantes, puisqu'il y a un peu plus de 500 collaborateurs. Et si on veut passer sur le slide suivant, je dirais que quand on parle de structuration, quand on parle d'ingénierie, c'est important d'avoir des équipes qui soient importantes, qui soient capables de couvrir un grand nombre de sujets, que ce soit la structuration patrimoniale, que ce soit les problématiques de portabilité, ou que ce soit les sujets d'intégration d'actifs moins traditionnels au sein de contrats. Pour ça, Lombard, historiquement, a été très précurseur. C'est doté de ressources importantes, puisque quand on se promène dans les bureaux de Lombard International à Luxembourg, il y a plus de 60 experts, et notamment, ça fait un très, très grand plateau d'ingénieurs patrimoniaux. Et puis, il y a toute une équipe qui est dédiée aux actifs à liquidité réduite, dont on parlera un peu plus longuement tout à l'heure, aussi bien avec Marie-Valérie qu'avec Paul-Édouard. Pour revenir sur les trois grandes forces de Lombard International, le premier, c'est la planification patrimoniale. Historiquement, le Luxembourg est une solution qui est plus souple, qui nous permet de concevoir des structures qui soient flexibles, durables, mais aussi et surtout sur mesure. La grande particularité, c'est que chaque contrat, on va le bâtir avec vous pour correspondre au mieux à vos attentes et à celles du client. L'autre force du Luxembourg, c'est la capacité pour vos clients, qui sont de plus en plus mobiles, de se déplacer avec leur contrat et d'avoir des solutions qui soient totalement conformes, reconnues dans les juridictions dans lesquelles ils peuvent aller. Alors, ce n'est pas forcément une solution miracle. Il y a des pays qui ne reconnaissent pas l'assurance vie et dans ces cas-là, il faut savoir s'en prémunir. Il y a d'autres pays dans lesquels il y a des dispositions spécifiques à prendre, soit ajouter des couvertures d'essai, soit avoir des modes de gestion qui peuvent être différentes. Donc, il y a ce savoir-faire chez Lombard de pouvoir vous accompagner vos clients dans leurs problématiques de mobilité. Donc,
dans ces cas-là, n'hésitez pas à anticiper, à nous solliciter, à échanger avec les équipes d'ingénierie patrimoniale parce qu'il y a une ressource assez fantastique. Et puis, le troisième point, et ça tient à la nature même du mode de gestion qu'on va pouvoir retrouver dans les contrats luxembourgeois. Il y a une capacité depuis longtemps, alors on en parle beaucoup en France depuis l'extension provoquée par la loi Pacte. Il se trouve que c'est un savoir-faire qui est historique chez Lombard, de gestion d'actifs qu'on va appeler non traditionnels, qui vont couvrir les fonds de private equity, les fonds immobiliers, la dette non cotée, des problématiques de structuration plus complexes. Donc il y a un savoir-faire historique. Aujourd'hui, c'est une équipe de plus d'une dizaine de personnes, 13 personnes, qui supervisent, suivent, accompagnent nos partenaires et supervisent un peu plus de 5 milliards. Dans les actualités et les nouveautés, je dirais que le premier, certains d'entre vous connaissaient déjà notre plateforme digitale qui s'appelle Connect. Si on peut passer au slide juste après. Connect, c'est une plateforme digitale qui permet de consulter à distance l'ensemble des comptes et contrats pour un courtier, mais aussi pour le client, s'il a besoin, quel que soit l'endroit, quel que soit le support. Pour le Luxembourg, c'était une grande nouveauté. Je rappelle à certains que il y a quelques années, il était relativement compliqué d'avoir accès aux informations. Aujourd'hui, c'est extrêmement simple. Et puis, depuis le milieu de l'année dernière, la France a eu le privilège d'être choisie comme pilote pour permettre le déploiement d'une nouvelle fonctionnalité à Connect et qui permet aujourd'hui de préparer, d'étudier, mais aussi de souscrire de façon totalement digitalisée des contrats luxembourgeois. Donc, j'ai envie de vous dire, on va passer de 80 à 100 pages pour ceux qui avaient l'habitude de travailler sur des contrats luxembourgeois de documents papier à une préparation complètement en amont et une dizaine de clics tant pour le client que pour le courtier, ce qui permet de gagner en simplicité, de s'assurer qu'on n'a pas de signatures qui sont manquantes, de pouvoir bien échanger en amont avec les équipes sur la préparation du dossier et puis surtout de gagner énormément de temps derrière dans le traitement. Donc aujourd'hui, la plateforme de signature digitale a été, enfin de souscription digitale avec signature électronique a été lancée il y a maintenant une année à peu près. Depuis le début de l'année, c'est plus de 90% des souscriptions sur le marché français qui passent par Connect. Donc c'est un vrai succès, tant pour nous parce que ça a permis de démontrer la pérennité et la stabilité du système, mais aussi pour les partenaires qui l'ont très vite adopté. L'autre nouveauté dont je voulais vous parler, parce qu'on a beaucoup parlé de Lombard International Assurance, c'est qu'il a été créé au 1er janvier 2020 une structure dédiée pour vous accompagner qui s'appelle Elia Patrimoine, qui est là encore une nouveauté dans le panorama des assureurs luxembourgeois, puisque nous disposons d'un bureau qui est à Paris, situé au 109 boulevard Haussmann. C'est 3 personnes qui sont dédiées à la distribution. On peut passer au slide juste après, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ces 3 personnes qui sont dédiées à l'accompagnement des conseillers en gestion de patrimoine, des family office et des établissements de gestion de fortune pour préparer, pour accompagner, pour discuter, pour échanger. Donc, c'est une vraie volonté de la part du groupe de marquer son implantation de façon extrêmement durable sur la France, puisqu'il y a une équipe, une entreprise, des locaux, fait assez rare. On n'est pas uniquement délocalisé, on a aussi voulu créer toute cette proximité et une équipe de personnes qui proviennent de l'univers de la distribution. Si on veut rentrer un tout petit peu plus dans le concret et dans finalement comment est-ce qu'on fait pour utiliser les outils qui vont vous être présentés ensuite. Quand on parle d'un contrat luxembourgeois, je vous ai dit tout à l'heure que c'était des offres qui étaient totalement sur mesure. Alors, petit rappel, dans un contrat luxembourgeois, il y a un acteur de plus que dans un contrat français qui se trouve être la banque dépositaire, puisque les actifs sont ségrégés, ne sont pas logés dans le bilan de l'assureur, mais bien ségrégés sur des comptes auprès de banques dépositaires. Aujourd'hui, Lombard International fonctionne d'une architecture totalement ouverte, puisqu'on travaille avec un peu plus de 220 banques dépositaires différentes. Donc, vous pouvez tout à fait souscrire un contrat luxembourgeois auprès de Lombard International et avoir les actifs qui soient déposés
chez Quintet, chez UBS, chez Pictet, chez Rothschild. Il y a un peu plus de 220 banques disponibles, plus de 1200 sociétés de gestion partenaires pour la délégation de gestion. Donc, en fait, à chaque fois, on va se poser la question finalement de est-ce que j'ai envie de déléguer la gestion? Est-ce que j'ai envie de conseiller la gestion? Aujourd'hui, on va peut-être plutôt se concentrer sur le fonds d'assurance spécialisé qui permet à nos partenaires courtiers, CGP, Family Office de continuer à accompagner leurs clients. Si on passe sur le slide suivant. Voilà. Le fonds d'assurance spécialisé a été créé il y a peu, puisque c'est un produit qui est relativement jeune à Luxembourg, qui a été créé en 2015 par le régulateur pour permettre aux conseillers en investissement financier d'accompagner leurs clients dans la sélection des actifs. Parce que si vous êtes en fonds interne dédié, on est dans le cadre d'un mandat, d'une gestion totalement discrétionnaire, et c'est donc dans ces cas-là au gérant du fonds, à la société de gestion, de sélectionner les actifs. Parfois, très régulièrement, vous avez des idées, vos clients peuvent avoir des idées générées par tous nos amis des sociétés de gestion pour intégrer des actifs qui peuvent être différents. Et c'est à ça que peut servir le FAS, qui existe dans plusieurs schémas, soit un FAS advisory en gestion conseillée, où dans ces cas-là, c'est le conseiller en investissement financier qui va faire ses préconisations au client. Le client va les accepter. On n'est pas dans le cadre d'un mandat d'arbitrage, on est bien dans le cadre d'une gestion conseillée. Soit un simple FAS, entre guillemets, buy and hold, où dans ces cas-là, on va juste intégrer des lignes et ne plus y toucher. Dernier point, et si je devais essayer de faire relativement court, parce qu'il faut tenir les délais, ce que je vais essayer de m'appliquer à faire. Le FAS permet également une très grande souplesse en termes d'éligibilité des produits, puisqu'il n'y a pas de problématique de référencement sur un contrat luxembourgeois dans le cadre d'un FAS. Il y a juste à se poser la question de est-ce que le fonds, est-ce que le produit est éligible ou non. Donc la bonne nouvelle, c'est que tous les acteurs qui vont intervenir par la suite, l'ensemble de leur offre est disponible, à l'exception d'un point qui se trouve être les SCI et les SCPI, puisque pour des problématiques fiscales, il n'est pas souhaitable, pas recommandé et pas possible de les loger dans des contrats luxembourgeois. Dernier point sur les actifs non traditionnels. Qu'est-ce qu'on entend par actifs non traditionnels? Les actifs non traditionnels, on les connaissait historiquement en France, mal, pas très bien depuis quelques années, et là on commence à voir un vrai regain d'intérêt, parce que les premiers contacts qu'il y avait eu sur cette classe d'actifs se limitaient essentiellement à des véhicules à vocation fiscale. Mais les actifs non traditionnels, de façon plus large, ce sont les actifs pour lesquels on a une valorisation qui est moins simple, sur des marchés non réglementés, des transférabilités restreintes et des actifs qui peuvent avoir une liquidité limitée, si je devais tout regrouper. Il se trouve que le private equity est une classe d'actifs qui est extrêmement regardée et utilisée par la plupart des grands investisseurs, par de plus en plus de familles et de plus en plus en France, également par les clients privés. Alors pourquoi l'assurance vie et le private equity, c'est une association d'expertise pour un succès durable, parce que le fait de loger des actifs de private equity dans un contrat d'assurance vie, ça répond à plusieurs besoins, mais surtout, ça permet d'aligner des intérêts. Le premier, c'est qu'on est sur des univers d'investissement qui sont relativement longs. En règle générale, quand on fait de l'assurance vie, ce n'est pas pour le faire sur 15 jours, 3 semaines ou 6 mois. C'est plutôt parce qu'on gère de l'épargne longue. Et puis, les actifs non traditionnels ont plusieurs avantages. Le premier, c'est que la corrélation avec les marchés est relativement faible. Et quand on voit ce qui s'est passé dernièrement, nous, quand on constate les performances des contrats, on se rend compte que ceux qui ont intégré les actifs non traditionnels sont souvent ceux qui ont des performances les plus régulières, mais aussi souvent dans le temps des rendements supérieurs. Ça permet d'offrir énormément de diversification. Et puis, quand je parle d'atténuation des risques, c'est plutôt d'atténuation des amplitudes de mouvement, parce que les actions traditionnelles ne sont pas dénuées de risques, et a fortiori quand on parle de private equity. Mais je pense que vous avez des interlocuteurs sur le marché de très grande qualité. Pour revenir sur le savoir-faire de Lombard en la matière, c'est un peu plus de 5 milliards
d'encours sur ce sujet-là, sur les 50 congères. C'est des capacités à traiter dans plus de 40 juridictions. C'est une équipe expérimentée de 13 personnes qui viennent tous de cabinets d'avocats, qui viennent tous de cabinets d'expertise comptable ou de grands fonds, et avec une capacité à analyser les véhicules, à les rentrer, à les suivre, mais aussi à correctement les valoriser dans le temps. Je vais laisser la parole pour la suite de la présentation, et à la limite, on échangera peut-être de façon un peu plus concrète au fur et à mesure des présentations. Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. Effectivement, on va tout de suite laisser la parole à Marie-Valérie Prince. Juste une question, un petit mot vite fait sur l'activité depuis le début de l'année pour Elia Patrimoine. Alors, l'activité depuis le début de l'année est extrêmement dense. En France, sur le marché français, j'entends. Oui, sur le marché français. L'année dernière, ça avait été un peu plus de 150 partenaires qui nous avaient rejoints, donc un démarrage extrêmement important. Cette année, on a continué, malgré le confinement, à onboarder de nouveaux partenaires. Et c'est des chiffres qui sont en très, très nette augmentation par rapport à l'année dernière, avec des partenaires qui nous sollicitent de plus en plus, avec des objectifs qui avaient été fixés de façon assez ambitieuse et qui devraient être très, très largement dépassés cette année. C'est plus de 90% de souscriptions en ligne, et c'est tous les jours des nouveaux contrats qui arrivent, qui sont émis et traités par nos amis et partenaires, Family Office, conseillers en gestion de patrimoine et établissements de gestion de fortune. Très bien, merci beaucoup. Alors, on a bien compris que les SCPI n'étaient pas référençables en assurance vie luxembourgeoise. Marie-Valérie Texier, donc, ne va pas parler de la SCPI de Swiss Life Asset Manager. Elle va faire dans un premier temps un long zoom, un point sur l'OPCI et non pas la SCPI, l'OPCI Dinapierre, qui a fait une entrée remarquable et d'ailleurs remarquée dans la plupart, voire la totalité des classements des unités de compte les plus souscrites, tant depuis le début de l'année que d'ailleurs en 2019. Marie-Valérie, donc un zoom sur Dinapierre, s'il vous plaît. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Merci Yves de nous avoir permis de participer une fois de plus à ce webinaire Patrimoine 24. Alors, j'ai quand même pris la liberté, avant de reparler de Dinapierre, je souhaitais refaire un petit point sur notre gamme multi-asset, qui est donc, à notre sens, une gestion tout à fait pertinente aujourd'hui à mettre dans des allocations d'actifs. Pourquoi ? Parce que l'objectif principal de cette expertise est vraiment d'aider l'investisseur à traverser des périodes de marché incertains. Je vous demande, voilà, les aléas du direct. Je suis désolée, il faut que j'aille recouper le téléphone. Bon. On a perdu Marie-Valérie. Non, c'est bon, on l'a retrouvé. Désolée, je ne sais pas, ça ne sonne jamais sur ce téléphone. Bon, bref, je reprends. Je disais une gamme multi-asset particulièrement pertinente aujourd'hui dans une allocation patrimoniale pour vos clients. Parce que je pense que maintenant, on a quand même pas mal de recul sur cette expertise. Nombreux d'entre vous, d'ailleurs, avaient commencé à souscrire, notamment en 2017-2018. Bon, après, les choses ont été peut-être un tout petit peu plus compliquées, sans doute aussi par manque de connaissances quant à cette expertise, et je souhaitais vraiment aujourd'hui revenir dessus. Au sein des fonds de cette gamme, l'allocation d'actifs est gérée en fait par 4 modèles. Un modèle macro, un modèle suivi de tendance, un modèle parité de risque et un modèle de valorisation. L'équipe de gestion applique une pondération à chacun de ces modèles afin de déterminer les expositions adéquates, tant en termes d'actions qu'en termes d'obligations, et sur le marché obligataire, entre les obligations d'État et les obligations d'entreprise. Pour rappel, la gestion quantitative s'appuie sur des analyses statistiques
qui nous permettent de suivre un très grand nombre de données macroéconomiques sur des univers d'investissement très vastes et en vue d'identifier des niveaux de performance et de risques optimaux. Elle repose également sur de la recherche académique et inclut l'intervention humaine si besoin, évidemment, donc les gérants en fin de processus pour un contrôle a posteriori. Nos économistes et nos gérants de l'ensemble des classes d'actifs se réunissent au moins une fois par mois et bien évidemment, des réunions ad hoc ont également lieu dans le cas de mouvements de marché exceptionnels comme on a pu en connaître dernièrement. Donc, cette gamme, qu'est-ce qui s'est passé justement sur ces dernières semaines? Les récents mouvements de marché, qu'est-ce que l'on a vu? On a vu en fait une réaction du marché à la pandémie et à ses conséquences économiques qui a été extrêmement forte et violente et donc qui a créé des perturbations importantes sur les différents marchés. Cependant, le rebond a également été très rapide finalement, surtout dès lors que les banques centrales et les gouvernements sont intervenus avec différentes mesures en fonction des pays, bien évidemment. Qu'est-ce qui est valorisé déjà aujourd'hui par rapport à ces récents mouvements, c'est que finalement, le marché s'est plutôt bien remis par rapport au point bas et surtout comparé à ce que l'on a pu connaître en 2018 où le rebond finalement s'est fait beaucoup plus rapidement qu'à l'époque. Alors même si on pense que tout n'est pas forcément évalué à la perfection, on voit bien que les spreads et les valorisations suggèrent que finalement, les marchés financiers ont une vision qui reste, somme toute, assez positive quant à l'avenir, à la fois sur le marché des actions, mais aussi sur le marché du crédit, même si, bien évidemment, il y a encore un certain nombre d'incertitudes qui seront sans doute levées dans les mois à venir. Les signaux de nos modèles aujourd'hui ne nous incite pas particulièrement pour autant à augmenter beaucoup le risque des portefeuilles. On a des signaux qui restent en moyenne assez défensifs. Cependant, on voit que du côté du crédit, on a des bonnes notes en moyenne, ce qui est pas finalement très surprenant. Compte tenu des perspectives et surtout de la reprise finalement qui s'est faite assez vite. Et pour terminer en termes de positionnement actuel, finalement on reste légèrement surpondéré sur la partie action, mais tout en nous concentrant toujours sur des stratégies à faible risque. Comme par exemple les stratégies de minimum volatilité. Et concernant la poche obligataire, nous restons sous-investis avec évidemment une préférence pour les obligations d'entreprise à l'inverse des obligations d'État qui sont vraiment sur des rendements très très faibles. Donc en conclusion, alors je ne vais pas m'arrêter complètement sur les performances, juste un petit rappel, c'est vrai que si je prends notre fonds Swiss Life défensif, qui était un peu notre flagship ces dernières années, il a baissé jusqu'à un petit peu moins de 11%, de moins 11% au plus bas de la crise. Pour autant, nous n'avons pas manqué de prendre aussi le rebond. Nous sommes aujourd'hui à moins 3 et quelques % en year to date, donc on a quand même bien remonté la pente et nous pensons être bien positionnés pour les semaines et les mois à venir. Encore une fois, et Mathieu l'a dit à juste titre, nous sommes sur une réflexion en assurance vie. L'assurance vie, c'est pas du court terme, c'est du moyen long terme, c'est de l'épargne de long terme. Et je pense qu'il faut bien garder en tête justement cet horizon d'investissement. Et le vrai apport d'une telle expertise, c'est justement de minimiser au maximum la volatilité,
tout en étant plus résilient en phase de baisse, mais de vous apporter du rendement en phase de hausse afin d'avoir un couple rendement de risque sur long terme qui soit efficient pour un portefeuille patrimonial. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette gamme multi-assets. Et alors, juste une petite information que vous allez voir sortir aussi très vite. Pour des raisons réglementaires, nous avons décidé de changer les noms de nos produits qui vont respectivement de Swiss Life Fund défensive à SLF défensive, SLF Harmonie, SLF Vitality, devenir Swiss Life Fund Multi-Asset Moderate, Multi-Asset Balanced et Multi-Asset Growth. Donc, nous vous en reparlerons et nous allons communiquer là-dessus pour que vous ne perdiez pas vos petits et surtout que vous puissiez continuer d'investir sur ces produits. J'en viens maintenant effectivement à la deuxième expertise que je souhaitais mettre en avant ce matin, qui est une expertise immobilier. On va passer tout de suite à la slide suivante, s'il vous plaît, pour d'abord vous parler du positionnement de la société de gestion sur l'immobilier en Europe. Il faut savoir qu'avec 90 milliards d'actifs, Swiss Life Asset Managers est un des leaders en Europe en termes de gestion immobilière. Nous sommes présents aussi bien en France, bien évidemment, mais aussi en Suisse, au UK, en Allemagne et au Luxembourg. Et sur ces différentes places, c'est près de 1400 personnes qui sont déployées sur cette activité, que ce soit d'ailleurs sur tous les métiers de l'immobilier, donc aussi bien la gestion, le property management, donc la gestion locative, la gestion des travaux, l'investissement. Donc, on a vraiment tout qui est intégré dans la société de gestion et nous ne passons pas par des tiers pour faire les différentes choses qu'il pourrait y avoir à faire dans la gestion d'un portefeuille immobilier. La slide suivante. En termes de profil, je dirais que ce qui nous différencie sans doute le plus de nos concurrents, c'est notre positionnement. Nous avons un positionnement qui est extrêmement pur, puisque comme vous pouvez le voir sur cette slide, nous avons toujours entre 60 et 65% d'immobilier, immobilier physique et immobilier en foncière cotée. La bonne nouvelle d'ailleurs, c'est que malgré une collecte qui a encore été extrêmement forte en début d'année, et je vous en remercie, ça montre à quel point vous nous faites confiance sur ce produit. Certes, il y a eu un ralentissement, notamment, je dirais plutôt au mois d'avril et au mois de mai, pas vraiment au mois de mars, parce que forcément, il y a un petit peu un délai. Eh bien, nous allons malgré tout tenir nos ratios au 30 juin. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Pourquoi? Et j'y reviendrai un petit peu après. C'est que malgré le confinement, nous avons pu finaliser 2 acquisitions pendant cette période sur lesquelles je reviendrai après. Donc, j'en reviens à ce côté pur. Pour nous, il est extrêmement important, en vous vendant ce produit, qui est un produit immobilier, de pouvoir expliquer notre performance par l'immobilier et exclusivement par l'immobilier. Notre poche financière, et ça historiquement, a toujours été très peu exposée, que ce soit via des foncières cotées ou même via les OPCVM. Nous n'avons jamais, enfin en tout cas, nous sommes actuellement aux alentours de 2,5%, un petit peu plus, 2,8% en foncière cotée, 2,5% sur des OPCVM, donc en actifs financiers. Mais tout ça pour vous dire que finalement, c'est une exposition très faible et c'est ce qui fait que finalement, durant cette crise, nous avons finalement été très peu affectés du fait d'une exposition extrêmement faible. Au 31 mai, en effet, on affiche une performance de 0,4%. Donc certes, c'est légèrement négatif, mais au regard de ce que vous pouvez voir sur d'autres OPCI, nous sommes quand même très résilients. Ce que je voudrais continuer, à vous dire, c'est la stabilité de nos performances.
D'où elle vient finalement? C'est que la façon dont est géré Swiss Life Dinapierre, c'est à partir de 2 moteurs principaux de performance. Et donc, ces moteurs proviennent, comme je vous l'ai dit, de l'immobilier. Le premier moteur, c'est la revalorisation des actifs. C'est pour ça que une part de nos investissements sont des investissements que l'on appelle des investissements en blanc, en VFA. C'est-à-dire que l'on va acheter des immeubles que l'on va restructurer pour les remettre en état, les rendre peut-être plus efficients en termes de surface, et seulement après nous aurons des locataires. Donc bien évidemment, ça veut dire qu'un tel immeuble, et je dirais que le dernier exemple est justement l'acquisition d'un immeuble près de la Madeleine, rue Godot de Mauroy, qui a été acheté en VFA, pour lequel nous allons avoir en effet 2 ans de travaux. C'est un investissement qui donc à court terme ne va pas nous ramener de loyer, mais dès la livraison, évidemment les loyers pourront être encaissés et surtout nous allons bénéficier d'une revalorisation. En plus de ce moteur de revalorisation des actifs, nous travaillons sur la partie des loyers. Et donc, nous, depuis toujours, nous souhaitons aussi acquérir des immeubles, des biens qui vont nous permettre de revaloriser nos loyers parce qu'ils sont dans des zones qui ont peut-être plus souffert que d'autres, parce qu'ils sont sur des secteurs d'activité qui vont mieux performer dans les années à venir. Et c'est vraiment ça que nous cherchons à mettre en place dans le portefeuille. Je vous le disais, alors ce qu'il y a eu, pour quand même vous donner un peu plus d'informations que nous avons maintenant et qui sont vraiment quantifiées, par rapport, je vois Yves que tu remontes ta tête et que ça veut dire que je dois me dépêcher de terminer. Je pense qu'il est important de vous faire un point sur justement la problématique des loyers suite à cette crise. Sachez que sur l'ensemble du portefeuille d'Inapierre, nous avons eu l'équivalent, enfin nous avons eu 18% de nos locataires qui nous ont fait une demande de report de loyer. Alors, nous avons évidemment étudié de très près tous les dossiers parce qu'il y a toujours des petits malins qui tentent le coup et il faut reconnaître qu'il y a un certain nombre de dossiers que nous avons refusés parce qu'on estimait que ce n'était pas le cas. En revanche, nous avons appliqué évidemment les consignes du gouvernement quant aux TPE, PME et sur ces 18% de loyers, 75% ont été accordés, ce qui fait à peu près 13,5% de rééchelonnement de nos loyers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si d'ici la fin de l'année, on ne les a pas récupérés, je dis bien que ce sont des reports, ce ne sont pas des annulations, l'impact qu'il pourrait y avoir, c'est que finalement, nous ne percevrions pas 9,72% du global des loyers sur l'année complète. Alors, tout cela, pour l'instant, est encore hypothétique puisque nous avons accordé des reports et nous espérons bien, d'ici la fin de l'année, récupérer ces loyers, ce qui nous permettra, en 2021, de rester sur un niveau de dividendes, de versement de dividendes qui provient donc en grande partie de ces loyers, sur un niveau stable comme les précédentes années. Donc, en conclusion, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'à moyen terme, moyen et même long terme, nous allons continuer de faire ce que nous avons toujours fait dans le portefeuille, c'est-à-dire sécuriser la performance à long terme en investissant sur des zones à forte productivité, des forts bassins d'emploi, donc des grandes villes européennes. L'on sait aujourd'hui que justement la valorisation ne va plus être tellement le point focal dans ce qui va faire la différence, mais ça va plutôt être la prime de risque par rapport à la prime de risque locative qui devient vraiment une variable d'ajustement important. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous parce que finalement, cette année, dans les investissements que nous avons faits, nous avons déjà fait nos investissements en blanc et ce que nous allons continuer à faire d'ici la fin de l'année, ça va plutôt être justement des investissements focus de gestion locative afin de pouvoir continuer à maintenir notre objectif de rendement sur cette OCPI
et que cela convienne, encore une fois, pour une gestion patrimoniale à l'intention de vos clients. Merci, j'ai été un petit peu longue. Merci. Je prendrai les questions s'il y en a tout à l'heure. Merci beaucoup Marie-Valérie. Deux choses. Petit 1, j'ai bien noté que Dina Pierre allait peut-être d'ici la fin de l'année ou en tout cas en 2021 tangenter ou dépasser le milliard d'euros, donc bravo. Deuxième chose, sur les raisons de compliance, je rappelle que tous les chiffres qui ont été donnés, que l'enregistrement de ce jour est fait le 17 juin. Je laisse tout de suite la parole à Amine Zeglash. Alors, Groupama Asset Management n'est pas encore dans les classements des thèmes, des 10 unités de compte les plus sélectionnées chez les assureurs, mais il va sûrement pas manquer d'y être. Et en tout cas, la probabilité qu'il y soit est assez forte. En tout cas, sur Groupama Avenir Euro. Amine, je vous laisse la parole tout de suite pour un point sur un de vos vaisseaux amiraux de Groupama Asset Management. Bonjour Yves, bonjour à tous. Peut-être en introduction, quelques mots très rapides sur Groupama Asset Management. Et puis après, je vous donnerai le plan des deux sujets que je souhaite aborder avec vous. Mais comme vous le savez, Groupama Asset Management gère un peu plus d'une centaine de milliards d'euros d'encours, ce qui nous positionne parmi les 10 plus importantes sociétés de gestion par les encours en France. Et les 3 expertises qui sont reconnues chez nous en particulier sont la gestion action d'une part, l'innovation au sein des expertises obligataires et enfin la gestion ISR, responsable, et la gestion thématique. Je souhaitais aborder avec vous deux éléments aujourd'hui. Le premier, un panorama sur les marchés actions européens et un point sur le fonds Groupama Avenir Euro qui est largement plébiscité dans vos allocations et qui est devenu un incontournable sur les small et mid cap. Et donc, je tenais au nom de l'équipe commerciale et de l'équipe de gestion à vous en remercier. Et dans un second temps, évoquer un sujet qui est un peu nouveau, même si l'expertise a une antériorité assez importante. Vous avez très clairement fait remonter des besoins à court terme de trouver des solutions de repli et de sécurisation suite au rebond qui a été important et rapide sur les marchés. Et puis plus structurellement, ce qui va rejoindre aussi les éléments qui ont été évoqués par Marie-Valérie et par Mathieu, au sein de l'assurance vie, qu'elle soit française ou luxembourgeoise, la nécessité de pallier finalement à la baisse des rendements des fonds en euros garantis en capital. Et donc, on parlera aussi d'un fonds Absolute Return de taux. Si on va sur la slide suivante, vous voyez ici un panel de valeurs avec comme indice de référence, comme point neutre, le CAC 40, et puis plusieurs valeurs connues de l'indice du CAC 40 et Sartorius Stedim tout en haut. L'idée, c'est de montrer que depuis le début de l'année, la phase de marché qu'on a connue a créé une dispersion entre les valeurs qui est historique, puisque entre Airbus, qui est dans le secteur de l'aviation civile, qui a le plus souffert et Sartorius Stedim, qui est aujourd'hui la plus forte conviction dans le fonds Groupama Avenir Euro, qui est une société qui distribue des produits à usage unique à destination des laboratoires médicaux et des biotechnologies. Vous avez un écart quasiment de 200%. L'enseignement sur cette slide est très simple, c'est qu'on a un contexte de marché aujourd'hui qui va être beaucoup plus porteur pour les gérants de conviction et les gérants actifs que pour la gestion passive. Et le deuxième enseignement, c'est que dans la mesure où on a des taux très bas, des programmes de relance qui sont très forts et je dirais des facteurs et des catalystes très structurels dans nos économies aujourd'hui, à savoir la transition numérique, écologique et digitale, il ne faut pas prêter beaucoup d'importance au niveau de valorisation. On parle souvent de multiples, de PE, pour essayer d'évaluer ce qui est cher ou pas cher sur les marchés actions. Ce qui apparaît assez clair aujourd'hui, c'est que la crise qu'on a connue renforce les valeurs qui sont dans la technologie, le digital, l'industrie 4.0, et ce, de manière structurelle. Donc, on peut avoir des choses qui avaient l'air très chères avant la crise du Covid, qui sont aujourd'hui encore plus chères et qui vont le rester dans les mois à venir. Si on regarde maintenant, vous avez été nombreux à nous poser la question suivante. Pourquoi les petites et moyennes capitalisations
ont eu une performance en ligne, voire supérieure à la performance des grandes capitalisations. Comme vous le savez, sur le long terme, les petites et moyennes capitalisations offrent une surperformance qui est significative par rapport aux grandes capitalisations. C'est un phénomène qui est mécanique puisqu'elles sont dans des cycles de croissance beaucoup plus forts que des entreprises qui sont plus matures sur la côte des grandes capitalisations. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. La première, c'est la structure sectorielle des indices, puisque l'énergie, l'industrie et les financières vont être surreprésentées dans les indices de grande capitalisation par rapport aux indices de petite capitalisation. Et le deuxième élément qui explique le comportement très résilient des petites et moyennes capitalisations, c'est le positionnement des investisseurs, puisque comme vous le savez, sur le second semestre 2016 et 2017, les investisseurs étaient plutôt très surpondérés en petite et moyenne capitalisation. Donc, on avait certainement atteint dans les allocations un positionnement qui était au-delà de la normale de ce qu'on peut avoir en termes d'allocation petite et moyenne capitalisation dans une allocation équilibrée, ce qui expliquait pourquoi on a eu une baisse plus marquée sur les petites et moyennes capitalisations fin 2018. Simplement, cette fois-ci, on a attaqué l'année 2020 avec une position plutôt neutre. Donc, en fait, il n'y a pas eu de pression vendeuse particulière sur les petites et moyennes capitalisations. Donc, 2 points. La typologie des entreprises qui sont actives dans le secteur de la technologie médicale, la technologie industrielle et la santé en général, et donc qui ont été plus performantes dans cette phase-là. Si on continue sur la présentation, je vous rappelle en quelques points Groupama Avenir Euro sur la slide suivante. C'est un fonds que vous allez trouver dans la plupart des contrats, si ce n'est la totalité des contrats d'assurance vie française et luxembourgeoise, également en offre bancaire dans les PEA et les comptes titres. Donc le fonds est géré par Cyril Carrière et Cyril Devancé. C'est un pionnier sur les petites et moyennes capitalisations, puisqu'on a commencé dès le début des années 2000 à avoir un focus exclusif sur les petites et moyennes capitalisations. C'est un fonds qui a une stratégie d'investissement qui est très simple et très lisible. L'objectif est d'identifier les modèles d'affaires qui vont être les plus performants dans la durée avec une croissance bénéficiaire supérieure au marché, des technologies de niche et des positions qui soient dominantes. Et ensuite, on va avoir une logique d'analyste financier assez proche du private equity, puisqu'on va accompagner ces entreprises sur des périodes très très longues. Typiquement, on parlait de Sartorius, Stedim tout à l'heure, ou Nemetschek, qui sont des entreprises qu'on a intégrées en portefeuille lorsqu'elles étaient des petites capitalisations et qu'on a tenues pendant 6, 7 ou 8 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc une rotation très faible sur les titres et des portefeuilles qui sont plutôt concentrés. On peut avancer sur les slides. Je vais conclure sur Groupama Avenir Euro avant de passer sur le fonds Alpha Fixed Income. Peut-être sur la slide précédente, sur la slide 7, pour illustrer les performances dans le temps qui sont exceptionnelles. Vous avez les années calendaires. Donc, on voit 43% en 2015, 32% en 2017, 37% en 2019. Et ce qu'on aperçoit surtout en bas, vous avez la surperformance du fonds par rapport à son univers de référence mesuré par le MSCI EMU Small Cap. Et vous voyez que la surperformance par rapport à l'univers est importante chaque année et assez stable dans le temps. Voilà pour Groupama Avenir Euro. Je vais passer sur les 2 dernières slides pour vous parler d'une expertise qu'on a développée en interne chez Groupama depuis 2010 avec le constat suivant, c'est que le gisement obligataire subit des facteurs négatifs, à savoir des rendements faibles et ceux de façon structurelle, une moindre liquidité puisque les banques qui avaient pour habitude de fluidifier la liquidité sur le marché obligataire se sont absentées de ce marché. Et donc, on voit bien qu'on a des fonds euros dont les rendements sont en train de baisser. Et si vous regardez ce graphique, qui est un graphique que je trouve très illustratif, vous avez en vert les fonds d'allocation prudents, donc l'allocation d'actifs, des fonds patrimoniaux. Vous avez depuis 2011 sur ce graphique la performance annualisée des supports euros, donc c'est la moyenne des fonds euros dans les contrats. Et puis, vous avez en bas le fonds Alpha Fixed Income. Les enseignements sont les suivants. D'abord,
vous voyez que peut-être que la désaffection pour certains fonds d'allocation prudents en assurance vie s'explique par le fait que le fonds euro va remplir très bien ce socle prudent et que par ailleurs, on l'a déjà dit, le private equity, les offres de produits structurés ainsi que la pierre papier réussissent très bien à occuper cette partie, je dirais le socle de rendement des allocations autour de 4 à 5%. Et donc, vous avez forcément plébiscité le fonds euro pour la partie la plus prudente. Nous, on a développé cette solution en 2010 avec une philosophie très simple. On va aller saisir toutes les opportunités et les inefficiences manifestes au sein de l'univers obligataire en zone euro, mais on va le faire avec des moteurs de performance qui sont particuliers dans la mesure où on ne va pas être corrélé au marché du crédit ou au marché action. Et vous voyez que le comportement du fonds, autant il n'est pas ambitieux en termes d'espérance de rendement, puisque notre objectif de performance, c'est de faire 1 à 2% de performance nette par année. En revanche, on est extrêmement ambitieux en termes de contrôle des risques et vous voyez que le chemin de performance est très peu volatile et que les pertes maximales sont très contrôlées. Pendant la crise du Covid, à titre d'exemple, on a baissé de 1% quand le crédit baissait en moyenne de 10% et les actions de 40%. Je vais conclure sur la slide suivante. Pourquoi ce fonds est intéressant aujourd'hui dans vos allocations? Il peut venir pallier ou accompagner soit la difficulté d'accès aux fonds euros ou l'absence de fonds euros dans certains contrats luxembourgeois. Et vous voyez que désormais, puisque les rendements obligataires se compriment de plus en plus chaque jour qui passe, eh bien, ce fonds-là prend toute son importance et sa justification dans une allocation pour le socle prudent, puisque vous voyez que le fonds a finalement un profil très proche de l'actif général des assureurs. Le fonds euro reste un actif plébiscité et c'est un actif très important et précieux pour vous. Mais dès lors que vous avez un taux d'unité de compte minimum à maintenir dans vos contrats ou une difficulté d'accès en volume ou en arbitrage, vous pouvez utiliser ce type d'unité de compte pour le socle prudent. Vous allez avoir un rendement qui sera de 1 à 2% dans la durée, mais vous allez surtout avoir un contrôle des risques et une liquidité qui est très forte. Merci beaucoup Amine. J'ai deux questions qu'on va prendre à la fin et que j'ai récupérées à l'instant. Une question pour Mathieu Duballet, on la prendra à la fin. Comment faites-vous chez Elia Patrimoine? Quel est votre process pour les référencements de produits de capital investissement? Et une question à l'instant pour Amine, pour Alpha Fixed Income, quelle est la performance depuis le début de l'année d'Alpha Fixed Income? Donc on prend les questions à la fin. Je laisse tout de suite la parole à Paul-Édouard Falk, donc responsable des partenariats de NextEdge, qui va nous faire un point d'actualité sur cette société de capital investissement qui, elle, va bientôt avoir 20 ans, me dit-on. Exactement. Bonjour à tous. Merci beaucoup Yves pour cette nouvelle invitation. C'est toujours un plaisir. Donc, je vais essayer effectivement de tenir en 10 minutes pour que vous puissiez encore travailler ce matin. C'est vrai qu'une des questions qu'on nous pose, et à juste titre, hein, parce que la crise que nous vivons actuellement a un impact très fort sur notre économie, et comme nous, acteurs du capital investissement, donc investisseurs dans les PME, c'est vrai qu'il y a un gros intérêt en ce moment pour savoir comment va notre portefeuille, comment se comporte un petit peu le marché du non-coté. Donc le but, c'est vraiment un petit peu de vous éclairer sur les possibilités aujourd'hui et également les opportunités à venir sur notre métier. Alors si on peut juste passer la slide suivante. Alors déjà, très simplement, un petit rappel. NextEdge, c'est une société de gestion, comme disait très justement Yves, qui a un petit peu d'expérience, parce qu'on a été créé en 2001, à l'époque, les cofondateurs Grégoire Santil et Jean Davidas à New York. Bon, en 2001, c'est le moment où il y a eu le 11 septembre, donc très rapidement, ils ont dû se repositionner sur la France. Donc, création de la société de gestion en 2002 en France, sur un métier qui n'a pas changé depuis 2002, c'est le financement et l'accompagnement des entreprises de taille moyenne. Donc, ce sont des sociétés en gros qui font entre 5 et 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc déjà une bonne rentabilité, et qui vont avoir besoin de fonds
pour passer une étape. Donc, financer un projet de croissance, ça peut être le rachat d'un concurrent, ça peut être le développement international, ça peut être du recrutement. Donc, vraiment, effectivement, une logique de croissance et c'est comme ça, nous, qu'on gagne effectivement notre vie et la performance des fonds. C'est lorsque, en gros, la société, sur 4, 5, 6 ans, elle a progressé, elle fait de la croissance, son chiffre d'affaires, son résultat. Et mécaniquement, si ça se passe bien, on a créé de la valeur sur la société, ce qui nous permettra de la revendre à un meilleur prix. Donc aujourd'hui, NextStageM, c'est 31 personnes, dont la moitié dédiée à l'investissement. Société de gestion indépendante, 75% du capital détenu par les 4 associés gérants et 2 minoritaires, Amundi et Temaris, qui est un spin-off de Artemis, la holding de François Pinault. Ce qu'il faut savoir, un point qui est très important, c'est que depuis 2002, on gère de l'argent pour des institutionnels et des grandes familles, donc AXA, Amundi, le fonds de garantie, Tétis, Artemis, la holding de François Pinault, et également auprès de particuliers. On a des formes fonds, donc des FIP, des FCPI, des FCPR, et on a également une grosse particularité, je pense, qui nous différencie aussi un petit peu de nos confrères, c'est qu'on a dans le giron NextStageM une holding d'investissement qui est cotée en bourse depuis 2016 et qui détient un portefeuille de sociétés non cotées. Aujourd'hui, elle en détient 19. Et ça, c'est un élément important parce qu'on va le voir, ça nous a permis de structurer des belles solutions pour nos partenaires. Alors, si on peut passer à la slide suivante. Encore celle d'après. Alors, déjà, par rapport à la crise sanitaire, nous, il y a un premier point, c'est qu'on a été extrêmement fiers de notre portefeuille. Au-delà de l'aspect, effectivement, activité économique, on a eu énormément de sociétés qui ont été extrêmement engagées dans la crise. Et après, ça pouvait aussi, pour certaines sociétés, lier les deux. Je pense à Innova Software, qui est une plateforme dans le monde pharmaceutique. Donc là, ils ont été effectivement directement touchés par le sujet de la crise sanitaire, parce qu'en gros, c'est un acteur qui permet d'échanger entre les acteurs pharmaceutiques, les biotechnologiques sur les nouveaux traitements de demain. Et ben, Innova a été sélectionné comme la plateforme pour les acteurs mondiaux pour mettre en place ces nouveaux traitements et justement toutes les logiques, les différents essais effectivement étaient sur la plateforme Innova et ça c'est une très grosse fierté dans notre portefeuille. Je pense à d'autres sociétés comme Corp Academy qui a formé 20 000 soignants, Blue Linea qui a mis en place une plateforme pour tout ce qui est achat de gel, de masques à prix coûtant. Adopt dans les cosmétiques qui a reversé 25% de son chiffre d'affaires à la Fondation Hôpitaux de Paris, ou encore Vogo qui a mis en place une solution pour des solutions de dépistage. Donc on a été globalement assez fiers. Alors si on peut passer la slide d'après. Donc globalement, nous on a eu 3 phases dans la crise sanitaire. La première phase, c'est analyser le risque. Donc en gros, on a identifié 3 grands risques sur notre portefeuille. Le risque de trésorerie, le risque de rupture de la chaîne logistique, donc notamment toutes les sociétés qui devaient s'approvisionner en Chine, et le risque lié au confinement, la baisse de la consommation ou l'arrêt totalement de l'activité pour certaines sociétés. Alors, sur la phase 2, c'est une analyse sectorielle. Donc, en gros, si vous voulez, il y a des secteurs qui ont été lourdement impactés. Je pense au tourisme, aux loisirs, aux activités retail, à l'industrie, aux services financiers, à l'agriculture qui était un petit peu entre deux, et des secteurs qui se sont très bien portés. Je pense notamment au médical, tout ce qui est plateforme digitale, qui font la vente sous forme totalement digitalisée et en livraison. Donc là, il y a eu un gros succès. Tout ce qui est SaaS également, là, effectivement, on a pu continuer sur notre portefeuille à faire du chiffre. Donc ça, c'était un élément qui est très intéressant parce que ça permet de pouvoir identifier qui se place bien par rapport à la crise sanitaire. Donc après, nos 2 actions, nous, on a 2 activités. On a des PME non cotées et des petites PME cotées. Par rapport à ce que présentait Amine, on est plutôt sur des micros ou des nano PME cotées. En gros, une fois qu'on a passé ces 2 phases, on a accompagné notre portefeuille pour passer cette crise, pour utiliser les différents moyens, donc le PGE, le chômage partiel, faire de la veille, faire des scénarios de crash test pour vraiment pouvoir piloter la trésorerie des entreprises. Et on a surtout communiqué à notre portefeuille, à notre écosystème sur 2 bases. Sur LinkedIn, ce qu'on appelle une War Room, et sur notre site internet pour les PME cotées, également toutes les informations de notre portefeuille. Si on peut passer à la slide d'après. Alors,
nous, les enseignements de la crise sanitaire, c'est que je sais que je ne sais rien. Ça, c'était un point qui était très important parce que, en fait, des sociétés qu'on jugeait pas forcément les plus extraordinaires dans notre portefeuille, ce sont souvent celles qui sont très bien sorties durant la crise sanitaire et de sociétés sur lesquelles on avait des très forts développements ces dernières années. Je pense notamment à une société comme Arcos, qui est leader des murs d'escalade urbains. Et ben, eux, ils ont eu un arrêt total de leur activité du jour au lendemain. Donc, c'est une phase qu'on n'a jamais vue dans notre investissement les PME. Donc, clairement, ça nous apporte de l'humilité, effectivement, de retravailler un petit peu nos stratégies d'investissement. L'entrepreneur, c'est vraiment, effectivement, ils ont été, je pense, héroïques sur notre portefeuille pour soutenir leur société et de pouvoir conserver l'emploi. Donc, ça, évidemment, d'avoir des entrepreneurs avec une force, c'était très important. Cash is king. Le fait d'avoir de la trésorerie et le modèle, le point juste après, d'avoir des modèles récurrents, clairement, ça a pu aider les sociétés à passer la crise sanitaire et qui vont aider les sociétés à passer les mois qui viennent. Et on a identifié des secteurs forts, tout ce qui est autour du bien-être, les plateformes digitales, la santé intelligente, ce qui va nous amener effectivement dans notre réflexion sur les prochains mois sur l'investissement. Alors, les opportunités d'investissement, alors si on peut passer à celle juste après, déjà, il y a un premier véhicule que je souhaiterais mettre en avant, c'est Nextage Croissance. On a été le premier en 2016 à lancer un véhicule éligible au contrat d'assurance vie avec la loi Croissance, ce qui permet en gros tout simplement de loger du capital investissement au sein des contrats d'assurance vie français. Et alors, le Luxembourg, je pense que Mathieu pourra mieux en parler, ils avaient un petit peu d'avance sur le sujet. Mais c'est vrai que Nextage Croissance, en gros, ça permet tout simplement de loger au sein des contrats d'assurance vie notre holding d'investissement qui est aujourd'hui coté en bourse et de pouvoir détenir 19 sociétés déjà en portefeuille. Et effectivement, ce qui est intéressant aujourd'hui sur Nextage Croissance, c'est que nous aussi, on a vécu effectivement des revalorisations, donc une baisse des valorisations de notre holding et du coup de l'UC Nextage Croissance. Et ça peut potentiellement être un bon moment pour investir sur cette UC, avec un portefeuille très diversifié, avec des sociétés qui s'en sont très bien sorties durant la crise. Je pense notamment à Corp Academy, à Iseop qui est dans l'intelligence artificielle, et des sociétés qui ont eu un peu plus de difficultés, Arcos, mais qui pourront, si elles tiennent bien cette crise, se consolider après pour acheter des concurrents potentiellement qui sont un peu affaiblis. Donc, il y a beaucoup d'opportunités sur notre holding et du coup, pas sur Nextage Croissance, qui est aujourd'hui référencé chez AXA, Apicil, Ageas, Spirica et depuis peu chez Swiss Life, ce qui est également une très bonne nouvelle parce qu'on élargit nos assureurs. Et les autres opportunités, si on peut passer à slide d'après. Edouard, tu peux aussi rappeler que c'est éligible chez nous. Hein. C'est éligible, tout à fait. Alors, je suis navré parce qu'en fait, au Luxembourg, le non-coté, c'est tellement facile depuis tellement d'années que quelque part, tu m'arrêtes Mathieu, mais en fait, on peut faire rentrer beaucoup de choses. Et ça, que Nextage Croissance, la petite nouveauté, c'est que ça permet non seulement de faire du luxe, mais ça permet aussi de faire effectivement des assureurs français. Mais très justement, effectivement, c'est éligible chez Lombard International. Et là, vous avez également des solutions non cotées en sous forme fonds sur lesquelles on est en train de réaliser des grosses levées de fonds. Notamment, je pense au FPCI Nextage Champion 3, qui est notre troisième fonds institutionnel avec un ticket d'investissement de minimum 1 million d'euros et qui va construire son portefeuille post-crise et qui va du coup pouvoir bénéficier effectivement de toutes les opportunités de marché. Pour vous donner un titre d'exemple, le fonds numéro 2, on l'avait lancé après la crise de 2009. On a réalisé un TRI de près de 8% pour nos investisseurs net annuels, ce qui est plutôt bien, ce qui montre que les crises peuvent apporter des bonnes opportunités. Et à côté de ça, on a un FPCI qui va co-investir et qui est éligible aux 150 0 better et un FCPR qui permet aux clients qui n'ont pas 1 million d'euros de pouvoir souscrire dès 3 000 euros effectivement sur la construction d'un portefeuille non coté. Et ce qui est intéressant, c'est alors le fonds 0 better, je le sors un petit peu de la case assurance vie, mais le FPCI Champion 3 et FCPR Nextage Rendement 2, et ça je pense que c'est la force des contrats d'assurance vie luxembourgeois comme Lombard International, c'est de pouvoir les intégrer dans les contrats effectivement assez haut de gamme des fonds qui est beaucoup plus difficile sur les contrats français et ce que beaucoup de family office aujourd'hui font sur les contrats d'assurance vie luxembourgeois. Et ça, c'est vraiment des belles solutions sur une phase de construction de portefeuille. Donc, 2 possibilités chez nous. Investir
de manière un petit peu décotée sur un portefeuille existant ou investir sur des solutions qui vont construire leur portefeuille à terme. Donc, j'ai presque fini, Yves. J'ai une mini conclusion de 25 secondes sur la slide d'après. Voilà, le message très simple, on a besoin de vous, pas seulement pour NextStage, mais toute l'industrie du capital investissement, parce qu'on va avoir un rôle majeur dans les mois qui viennent, c'est injecter des fonds propres dans nos PME. La dette, c'est très bien, mais c'est des limites. Et nous, on a la capacité de pouvoir injecter des fonds propres et de pouvoir aider les sociétés à pouvoir se relever après la crise actuelle. Et il y aura beaucoup d'opportunités à saisir, on en est convaincu. Merci beaucoup, Paul-Édouard. Donc, Mathieu, est-ce que vous avez écouté la question de tout à l'heure, Mathieu Duballet? Je crois que vous avez une grosse équipe, entre autres chez Lombard, enfin Elia et Lombard International, pour justement étudier de très près les fonds de capital investissement, notamment en vue de leur référencement. Comment ça se passe quand vous êtes organisé précisément en la matière? Alors, merci beaucoup Yves. Point de précision, on ne parle pas de référencement quand on est, oui. quand on analyse les fonds, mais plutôt d'éligibilité. Donc le travail qui va être fait par les équipes, ça va être de faire un vrai travail de due diligence sur la base des prospectus et de leur connaissance du marché, de s'assurer que la documentation contractuelle et légale est conforme, que la société qui distribue, et là avec les sociétés qu'on a évoquées ce matin, on n'a pas vraiment de soucis, soit bien conforme, mais comme on traite énormément de juridictions, on doit s'assurer de la conformité et de la solidité des entreprises. On va se mettre en relation avec le fonds pour s'assurer de la transférabilité des actifs en cas de décès ou de rachat total, qu'on n'ait pas l'obligation de vendre des actifs à liquidité réduite. Et puis après, on va s'assurer de la conformité par rapport aux règles d'investissement du commissariat aux assurances à Luxembourg, ce qui va vouloir dire pour quel type de client ce produit est éligible ou non. En règle générale, c'est pour des polices de type C et D, donc pour des clients qui auraient plus de 250 000 € dans leur contrat et plus d'1 250 000 € de patrimoine financier pour une police de type C, ou plus d'1 million de souscriptions dans le contrat, et un patrimoine financier supérieur à 2,5 millions. Ensuite, pour la souscription des fonds, c'est par minimum de 125 000 € pour chaque actif à liquidité réduite. Et après, c'est nous qui nous occupons du passage de l'ordre, qui nous occupons de remplir les bulletins de souscription, qui nous occupons de la valorisation, de gérer les appels de fonds s'il y en a. Donc process, j'ai presque envie de dire simplifié par rapport à une souscription en direct, et toujours avec une instruction de la part du client, puisque dans ces cas-là, c'est l'assureur qui se porte acquéreur du fonds pour le compte du client. D'accord. Merci beaucoup, c'est très clair. Une dernière question pour Amine Zeglash, quelqu'un donc nous demandait la performance year-to-date d'Alpha Fixed Income, donc du 1er janvier au 17 juin ou à fin mai d'ailleurs. Et puis après on conclura puisqu'on a été un peu plus long que prévu. Amine. Oui, merci Yves pour la question. Je rappelle l'objectif du fonds, qui est de faire une performance qui va se situer entre le monétaire et les obligations privées, mais avec une maîtrise de risque sur la volatilité et les pertes maximales qui va être très resserrée. Donc l'objectif, c'est de faire EONIA plus 1,50% de performance. Pour des raisons de conformité, il faut toujours être très précis. Donc je vais vous donner tout d'abord la performance du fonds sur l'année 2019. Sur la part IC en euros, le fonds a fait l'année dernière plus 2,30% net de frais. Et la performance pour cette année year-to-date, depuis le début de l'année, arrêtée sur la valeur liquidative du 12 juin, on est à 0,20% de performance. Très bien. Merci pour ces précisions. Écoutez, il me reste plus qu'à vous remercier toutes et tous d'avoir assisté à ce webinaire et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir Marie-Hélène. Au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir à tous. Au revoir. Au revoir, bonne journée.